Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul. On est en novembre, donc des lectures que je me suis procurées ou que j'ai reçues au mois d'octobre. Avant de commencer ce petit book haul, oui, je porte un couvre-chef parce que j'ai les cheveux gras. Et pour une raison tout à fait honnête, c'est parce que j'ai énormément travaillé ces derniers jours et ce matin j'ai eu la flemme parce qu'aujourd'hui j'ai envoyé les fichiers des objets maudits à l'impression. J'ai eu une journée catastrophique hier pour tout vous dire, mais donc ils sont partis chez l'imprimeur et donc on espère une sortie à la fin du mois de novembre. Je vous tiens au courant, mais j'ai très hâte. En parallèle, je dois vous rappeler que je serai en dédicace au château de Miromesnil pour le marché de Noël du château de Miromesnil qui se situe à côté de Dieppe en Normandie. C'est un des plus beaux marchés de Noël, hein, il est classé comme ça sur de nombreux sites. C'est dans un château extrêmement beau, je l'ai fait il y a quelques années et je suis hyper contente de voir que voilà, les petites trois nornes seront là avec leur petit stand, ça va être vraiment chouette. Et donc c'est le dernier week-end de novembre, donc ça doit être du vendredi après-midi du 25 au 27 dimanche. Et le 3 décembre, je serai avec Arnaud et Émilie à Arras pour la dédicace à Légendarium, donc la librairie d'Arras d'Imaginaire, qui est une librairie splendide. Et surtout, voilà, il y aura normalement les objets maudits qui seront là. Et voilà, ça sera un moment pour rencontrer Arnaud. Il n'était pas encore allé dans le nord de la France, donc voilà, ça va être très chouette. Et il y aura potentiellement d'autres dates en décembre sur des marchés de Noël en Normandie, mais je vous tiens au courant. Et on va commencer le book haul. Pas mal de choses, pas mal de réceptions, pas mal de craquages. Voilà. J'ai acheté aussi du graphique plus que d'habitude parce que mon cerveau n'arrivait pas à assimiler autre chose. Je vais vous présenter ce que j'ai reçu en premier et ensuite ce que j'ai acheté. Bon, j'ai reçu ma déception en premier. J'ai reçu ce livre, alors je vous l'ai présenté en update lecture mercredi. Ça n'a pas été une très bonne lecture, mais j'ai reçu donc Serpent and Dove, le tome 2, donc Blood and Honey, de Shelby Mahurin chez De Saxus. Donc c'est une histoire de chasseur, de sorcière. On va suivre Lou. Lou, c'est une sorcière qui a dû partir très vite de chez elle parce qu'il y a des petits problèmes avec sa maman, qui sont pas les petits problèmes que tu imagines. C'est des problèmes un petit peu meurtriers avec sa mère. Et elle vit un petit peu dans cette capitale et tout, elle fait sa life jusqu'au jour où elle rencontre Reed par un malheureux hasard. Ils vont se retrouver mariés l'un à l'autre d'une façon tout à fait rocambolesque et tous les deux vont essayer de survivre parce que Reed veut quand même que Lou survive pour des raisons qui sont expliquées dans le texte et Lou va se retrouver dans le lit d'un chasseur de sorcières. Voilà, c'est un texte qui est voué pour renverser les clichés avec des sorcières extrêmement vulgaires. Quand je vous dis vulgaire, c'est surtout au niveau du langage et des petits chasseurs de sorcières extrêmement prudes. Voilà, on est dans un monde où la sorcellerie est chassée et où on a vraiment de la romance plus que de l'imaginaire. Mais voilà, donc j'ai reçu le tome 2. Je vous reporte à ma vidéo de mercredi si vous voulez avoir mon avis. Mais il est pas fameux. Voilà, il est pas fameux. Je pense sincèrement que ça va être une de mes dernières réceptions de Saxus parce que j'ai fait le choix de mieux sélectionner les éditeurs avec qui je travaille. Et de Saxus, vous savez, c'est plus les livres qui m'intéressaient que je travaille vraiment avec eux. Et pour des raisons éthiques, en fait, je pense que je ne vais plus présenter les livres de Saxus. On en a déjà parlé en live, mais ça me gêne de plus en plus de vous présenter leurs livres, vu un peu tout ce qu'il y a autour de la maison d'édition. Ensuite, je vous présente le petit livre de cet éditeur que je n'avais jamais reçu, voilà, comme ça. Donc merci Laura pour l'envoi, c'était hyper gentil, ton petit mot était vraiment très plaisant. Je vous présente donc Dan Simmons, Le nez boussole d'Ulfan Banderos. Donc c'est un hommage à La Terre mourante de Jack Vance. C'est une nouvelle qui a été écrite par Dan Simmons, auteur de Terror, auteur de nombreuses nouvelles d'Hyperion et tout, donc un très grand auteur d'imaginaire et auteur vraiment de littérature diverses et variées. Dans cette nouvelle, on va suivre un diaboliste, c'est un mec en fait qui invoque les démons, qui les met en esclavage, qui va apprendre, voilà, un jour qu'il y a un grand magicien qui a disparu, et pas n'importe qui, c'est un peu le meilleur magicien du monde, et ce dernier aimerait bien récupérer les livres de sa bibliothèque qui est fermée et où il va devoir un peu partir pour une quête. Pour la retrouver, il va être accompagné de plusieurs personnages. C'est vraiment un livre dans l'univers de La Terre mourante, avec un mélange dans le style de Jack Vance et de Dan Simmons, mais surtout c'est un univers très loufoque. Je pense que c'est plus un livre qui est orienté pour les gens qui ne connaissent pas l'univers de Jack Vance, ou même pour les gens qui veulent tester avant de se lancer dans La Terre mourante, qui est un grand cycle. Donc c'est une fantasy qui est pas du tout inspirée de Tolkien, parce que ça a été écrit dans les années 50, et surtout c'est un mélange de fantasy assez loufoque,
post-apocalyptique parce qu'on est sur une Terre qui est en train de mourir avec des magiciens, plein de créatures, très ancrées dans les années 50 hein, sur les personnages, notamment féminins. Voilà, je tiens à le dire. Et avec un certain humour et une certaine manque de moralité des personnages, ce qui fait que c'est un univers très particulier. Voilà, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Et c'est vrai que là, je trouve que c'est un très bel hommage. Donc voilà, je vous en ai parlé aussi mercredi en update lecture, mais on est sur cette petite nouvelle qui fait 180 pages. Voilà. Écrit comme ceci et à 18 € chez notre cher Robert Laffont. J'ai perdu un de mes livres. Ah non, il est là-bas, j'étais en train de me dire. J'ai reçu de la part de Léa leur dernière publication, je pense, de cette année. Pour le coup, voilà, je pense que les prochaines seront l'année prochaine. Two Dark Rain, donc de Kendare Blake, qui est le 3e et avant-dernier tome de la série Three Dark Crowns. C'est du young adulte avec un pitch très adulte au début du récit. On suit un univers où les reines, en fait, du Nil vont donner naissance toujours à des triplés, des filles. Et pour la prochaine reine, en fait, pour accéder au trône, une des filles doit assassiner les autres. C'est une sorte de... Voilà, qui va assassiner ses sœurs, ça existe depuis des siècles. Et on va suivre donc 3 personnages, mais le problème de ce... nœud ici, c'est que déjà les reines sont moins puissantes qu'avant et surtout elles sont affiliées à certaines branches, c'est-à-dire que quand il y a une petite fille qui naît, on va le dire que c'est une empoisonneuse, donc voilà, elle va chez les empoisonneuses, elle va chez celles qui domptent les animaux, bref, la force, le combat, et en fait là il y a eu un problème, c'est-à-dire que les nanas ne développent pas les pouvoirs qu'elles devraient développer, et il y a un 4e personnage dans le livre qui s'appelle Jules, oui, qui est présent et qui va avoir un impact dans cet univers. Ici, on est face à des grands événements qui se sont passés dans le tome 2. Et pour tout vous dire, c'est le tome le moins bon de la série parce que c'est le tome le plus transitionnel qu'il y a. C'est vraiment un terreau de préparation pour le tome 4. Le problème que j'ai avec cette série, c'est que j'aime les méchants et j'aime pas les gentils de l'histoire. Voilà, ça a été moins le cas ici, même si le personnage de Jules, qui est un personnage très intéressant de l'histoire et très important, c'est le personnage que je déteste. Je l'exècre, j'ai un truc physique avec ce personnage, je n'y arrive pas. Mais c'est un récit de young adulte qui arrive à avoir des décisions extrêmement cruelles. Alors, il y a des personnages importants qui décèdent. Donc voilà, on est vraiment, je trouve, sur celui-ci une réaction des événements qui se passent à la suite du tome 2 et une préparation du tome 3. Voilà, on est vraiment sur un tome qui est nécessaire parce que sinon ça aurait été trop précipité, mais qui paraît un petit peu lent à la lecture. J'ai aussi reçu un petit magazine. Alors moi je lis, j'oublie toujours de vous les présenter. Lire m'envoie ces magazines voilà, quasiment tout le temps. Et donc là c'était un magazine sur notre cher Spinoza. Moi ça me permet surtout, alors pour ces livres-là, je regarde un peu s'il y a des livres qui m'intéressent parce qu'il y a des chroniques et tout. C'est surtout voir le classement des bouquins et parfois les interviews d'auteurs et les dossiers. Spinoza, pour tout vous dire, c'est pas ma came particulièrement, mais c'est vrai que quand le sujet m'intéresse, c'est toujours des articles assez fouillés et assez intéressants. Donc si vous êtes magazine, lire, si vous aimez surtout la littérature blanche, pas trop l'imaginaire et tout. Ensuite je vous présente notre cher Bragelonne, hein, que serait cette chaîne Chambre Bragelonne. J'ai été reconduit pour le partenariat, voilà, donc ça fait très longtemps qu'on a un partenariat. Je suis pas sûre de continuer vu que Bragelonne a été absorbé par Hachette. Celui-ci, je l'attendais et je l'ai vu en magasin, je me suis dit, oh, je l'ai toujours pas reçu, est-ce que je vais l'avoir et tout. Alors, c'est une bricasse, mais je suis déjà fatiguée de le lire d'avance en me disant, oh putain, c'est une sacrée brique, mais en même temps, je me dis, tu vas avoir fini cette saga. Est-ce que tu t'en rends compte ? Je vous présente le tome 14 de La Roue du Temps. Notre cher Robert Jordan et surtout de notre chère Sandy, parce que Sandy a écrit ses derniers tomes. C'est le dernier tome, l'unique, enfin. On va savoir si Rand nous pète un câble, on va savoir comment on va finir cet univers. J'ai hâte. C'est un bouquin qui fait 900 pages. Je vais le lire cette semaine parce que j'ai envie de vous faire une vidéo complète. Il n'y aura pas potentiellement une vidéo sur ce livre-ci. Il y aura plutôt une vidéo complète sur mon avis sur La Roue du Temps. Comme vous savez, j'ai un avis assez partagé. Même si j'ai beaucoup aimé les derniers tomes écrits par Sanderson et que quand tu t'es tapé 14 tomes, t'aimerais bien savoir comment ça se finit. Donc j'ai hâte, voilà, un souvenir de lumière. On m'a dit que c'était déchirant. Voilà, que j'allais peut-être sortir les mouchoirs, que ça allait être palpitant. Donc j'ai très très hâte, sachant que malheureusement, j'ai trouvé que les derniers tomes étaient, vous allez vous dire, elle n'est jamais contente. Jordan est un auteur que j'ai un peu de mal à aimer parce que c'est un rythme extrêmement lent et c'est assez chiant à lire selon moi. Sandy, il doit écrire en un
lieu et temps assez court et donc ça fait des événements très précipités, donc j'espère que le rythme va être bon mais que je vais pas avoir un souci en mode on m'explique rien et tout ça. Ensuite, je vous présente une BD, voilà, donc c'est pas Brajlon mais c'est un univers Brajlon. J'ai reçu une box que je vous présenterai en vlog prochainement, mais je vais vous faire gagner certains livres que j'ai reçus que je vous présente pas parce que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Je vous présente donc la BD Le Paris des Merveilles de Pével et Willem, donc Pével au scénario et Willem au dessin. Un des univers les plus joyeux, on va dire, de Pével, parce que Pével il fait surtout de la fantaisie un peu sombre parfois, comme au Royaume. C'est une adaptation en BD de l'ouvrage. Au-delà de ce Paris un petit peu steampunk, vous voyez un petit peu cette ambiance-ci, on a un Paris où il y a des créatures qui vivent, des fées, il y a des chats volants et tout ça, et on va suivre un personnage, donc ce personnage-ci, qui voyage un peu entre les deux mondes et qui va enquêter. C'est Griffon qui est un mage, on va dire, gentleman un peu. Et souvent, en fait, les enquêtes, elles vont mêler des petites enquêtes et des choses un peu plus grandes dans l'univers. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Les dessins sont assez chouettes. En fait, je trouve que c'est pas forcément mon style, mais c'est très représentatif, je trouve, de l'univers de Pével. Le Paris des Merveilles, c'est vraiment un univers très coloré, un petit peu excentrique et avec un petit peu d'humour et beaucoup d'action. Donc j'ai hâte, je pense que je vais le lire très prochainement. Il y avait eu Les Artilleuses qui avaient été écrites, elles sont pas là, mais c'est une série de BD qui est assez connue pour les lecteurs de BD, qui avait été écrite dans l'univers du Paris des Merveilles. Donc voilà, ça c'est la petite information pour les réceptions. C'est tout. Et on va passer aux petits achats. J'ai tout acheté en librairie indépendante, ou du moins le Bazar du Bizarre à Rouen, c'est pas une librairie indépendante, mais c'est vraiment une librairie manga pour le coup, et c'est un peu c'était les pionniers, hein. Ça existe depuis que je suis au collège, hein, donc c'est assez vieux. J'ai acheté des mangas. Vous allez vous dire quoi? Alors, il faut remettre en contexte. Je suis allée à la librairie, je vais vous présenter le livre après, mais je suis allée à une librairie d'imaginaire qui a ouvert à Rouen, et en fait il y avait absolument rien de ce que je cherchais. J'avais une liste de bouquins en plus qui sortait, il y avait rien. J'étais dégoûtée, j'étais de mauvaise humeur et je me suis dit bon, je vais aller au Bazar du Bizarre à Rouen, comme ça je vais faire un tour, et puis ça fait longtemps, et j'avais envie de m'acheter la suite d'Akira que je vais vous présenter après. Et au détour d'un rayon, j'ai craqué. Mais vous allez vous moquer encore plus de moi parce qu'il y a le craquage et il y a la bêtise aussi derrière ça. J'ai pris du tome 30 au tome 35 de Berserk, voilà, qui est mon manga préféré, de Kentaro Miura, qui est de la dark fantasy. Ensuite Guts, qui est une sorte de mercenaire, oui on va dire une sorte de mercenaire, qu'on va suivre dans plusieurs cycles différents, à des époques différentes, qui a une vie de merde depuis le début, qu'il est tout petit, et qui va être entraîné dans des complots. Il va faire partie d'une compagnie assez importante. Il y a des événements très tragiques. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous parler de Berserk? C'est un chef-d'œuvre, c'est un des mangas les plus connus au monde. C'est un manga extrêmement violent, et je le dis, je le souligne, il y a des choses qui sont très traumatisantes, comme la scène de l'éclipse. Il y a des choses quand on dit que c'est violent, c'est pas pour dire oh là là, je vais être... Non, Berserk est connu, c'est de la dark fantasy, et pour moi, c'est le meilleur support de dark fantasy qui existe. Donc j'ai pris du tome 30 au tome 35 en étant persuadée d'avoir lu jusqu'au tome 30, sauf que j'ai lu jusqu'au tome 23. Donc voilà, il faut que j'achète les tomes entre deux. Mais j'ai très hâte et en même temps je suis très frustrée. Je me tâte même à tout relire en fait, depuis le début. On va retrouver mon cher Guts, qu'est-ce que j'ai envie de le retrouver. Et j'ai eu du mal à faire le deuil de Kentaro Miura parce que c'est un auteur que j'aimais beaucoup. Et ça fait partie des artistes et rares artistes que, on va dire, j'étais admirative. Et ça m'a bloqué sur ma lecture de Berserk. J'avais réessayé, en fait, je me suis dit, dès que je lisais les planches, ça me rendait tellement triste que j'étais en mode bon, voilà. Et j'ai vraiment hâte, mais il faut que je m'achète les tomes d'avant. Voilà, c'est tout moi, ça. Du genre, c'est tout moi. J'étais persuadée. Et là, j'ai dit, ah bah non, en fait, je me suis surestimée. Et cette librairie où j'ai voulu acheter, on va dire, un livre, j'ai réussi à m'acheter un livre, mais j'avais pas du tout envie de le lire actuellement. Bon, je le lirai plus vite que je ne pensais. Je me suis pris La Cité des Anciens, donc l'intégrale 2 de Robin Hobb, donc ça fait partie du grand cycle de l'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, La Cité des Anciens, l'Assassin Royal, bref, il y a un ordre à lire, et il faut lire, voilà, La Cité des Anciens pour lire la suite, hein. Moi je suis partisane de fait de les lire dans l'ordre, parce que sinon on loupe des clés de lecture. Et c'est le cycle que j'aime le moins de Robin Hobb, et de loin, pour le coup, c'est le cycle le plus young adulte, mais il y a un décalage entre
les personnages, leur maturité et tout, et ce qui est dit dans le texte, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement violentes. On suit dans celui-ci, on est plutôt, je dirais, presque sur une suite des Aventuriers de la mer, hein, si on doit un peu les classifier ainsi. On va suivre vraiment l'île des dragons et ce qui s'est passé après les Aventuriers de la mer. Il y a des jeunes gens qui vont avoir pour tâche de conduire des dragons dans une zone un petit peu un paradis pour eux, parce que les dragons en fait qui sont là, qui éclosent, créent beaucoup de problèmes aux humains, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent aux hommes parce qu'ils ont très très faim et qu'ils sont assez faibles et que voilà, ils ont du mal à se développer, donc le but c'est de leur trouver une terre, la terre promise on va dire. Et on va suivre plein de personnages différents, notamment je trouve le personnage le plus important, c'est une jeune fille qui est une jeune marchande, donc c'est compliqué à dire parce que si vous n'êtes pas habitué on va dire à l'univers de Robin Hobb, c'est des mots qui peuvent vous paraître un peu étranges, c'est on va dire une noble d'une contrée juste à côté qui a épousé un homme qui lui a fait pas mal de promesses, dont la promesse était d'aller étudier les dragons, et cet homme est très violent envers elle, et donc elle va partir étudier les dragons accompagnée du domestique de cet homme, et voilà, on va suivre son histoire, suivre aussi une jeune fille qui est née sur l'île des dragons. On m'a dit que l'intégrale 2 était le mieux que l'intégrale 1. En fait, j'ai eu du mal avec les personnages qui sont très jeunes, le décalage un peu bébé parfois, et puis les dragons, vous savez, Dragon et moi, c'est pas une histoire d'amour. Pas une grande fan d'Eragon et tout ça, donc voilà, ça se ressent dans mes lectures, mais j'ai tellement hâte de le finir pour enfin lire Le Fou et l'Assassin. J'ai très 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 hâte. En BD, j'ai craqué. Je me suis pris le tome 4, le tome 5, et le tome 6 et dernier tome de Akira, qui est un manga que j'adore, donc surtout dans ces éditions-ci. Akira, on est dans un monde c'est pas un monde post-apo, en fait c'est un livre qui est très ancré dans le traumatisme de la bombe nucléaire au Japon. On est dans un Tokyo post-bombe nucléaire, un peu science-fiction, où on va suivre une bande de motards au début qui va retrouver sur son chemin un enfant qui apparaît comme ceci et qui va disparaître d'un coup, et un des jeunes motards va être enlevé par une organisation qui va le gaver de médicaments, et un autre jeune homme va être mêlé à une sorte de résistance et à ce Akira. Je vais pas vous en dire plus parce que moi je connaissais pas trop l'histoire d'Akira, je voyais les visuels parce que l'animation, en fait la série animée qui a été faite dans les années 80 je crois, est très très connue. Même Katsuhiro Otomo, quand on aime un peu le manga, ce sont des pontes. Voilà, en général, tout le monde connaît. Et j'étais plutôt mitigée sur l'intégrale 1. Et en fait, plus les tomes avancent, plus c'est passionnant, plus c'est impressionnant, plus c'est triste. Il y a, je vais vous en parler dans mon update lecture, je pense que je vais tous les lire et je vais faire une vidéo sur la saga. Mais il y a une nana dans l'intégrale 4. C'est une sorte de Rambo féminin, je l'adore, elle me fait trop rire, j'ai trouvé ça chouette de la suivre, j'étais en mode waouh, elle est vraiment vraiment cool. Et c'est un manga qui est très sombre, hein. C'est très sombre sur ces thématiques, parfois même si c'est... j'ai trouvé qu'il y avait plus de nudité dans les derniers tomes, mais notamment vis-à-vis des femmes, il y a tout dans l'intégral 4, c'est assez violent ce qui se passe et tout, mais ça questionne beaucoup de questions de société, ça questionne aussi l'usage des armes, les croyances, la technologie, l'armée. Plein de choses, mais je vais vous en parler prochainement, je pense, parce que je passe toujours des moments de lecture superbes. Et tu vois, c'est des tomes qui sont à combien ? Ces tomes qui sont à 15 €. Et en fait, je sais pas combien il y a de mangas à l'intérieur, mais je mets beaucoup plus de temps à les lire qu'un manga classique, et ça me fait plaisir parce qu'au moins j'ai vraiment l'impression de lire un truc avec de la consistance. À la librairie La Croisée des Mondes, donc quand je vais faire une dédicace en librairie, j'achète toujours auprès des libraires, et il y avait une super sélection d'imaginaire, il y a beaucoup de BD, bref, la librairie est super chouette, c'est à Paris, je vous la recommande vraiment. Les libraires sont d'une gentillesse, c'est ouf. Et donc je me suis pris, j'étais obligée, le tome 3 de Lore Olympus. Donc c'est un webtoon que je lis depuis très très longtemps, c'est une réinterprétation du mythe de Perséphone et Hadès. Donc voilà, je l'ai lu immédiatement. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que même si je suis pas très fan de la traduction, je vous l'ai dit, tu vois vraiment que cette intégrale 3 fait la transition avec le côté un peu niais de Perséphone. On a vraiment là on voit que Rachel en fait elle a écrit au début, elle pensait pas que ça allait avoir autant de succès, mais on voit que c'est beaucoup mieux écrit, je trouve que c'est mieux dessiné aussi, et c'est vrai que moi je suis déjà à la saison 3 quoi, je lis en temps réel en anglais depuis des années, je dois lire de
ce webtoon depuis que le chapitre 3 est mis en place, hein. Donc ça se compte en années depuis que je suis ça. Mais c'est vrai que c'est très mignon et en même temps ça aborde des sujets psychologiques hyper intéressants. C'est très intelligent sur la manière dont ça réinterprète les mythes. C'est très beau, même si le papier, je trouve, ne rend pas forcément hommage à ça. Voilà, le grain fait ça. Bon là je trouve que les dessins sont déjà plus beaux de base, mais sur téléphone ça rend très très bien. Et moi j'achète en français pour soutenir l'éditeur, voilà, aussi. Je soutiens surtout le travail de cette femme que je suis et dont je consomme le contenu gratuitement depuis des années, donc il me paraît normal de la financer d'une certaine manière. Donc vraiment, il était très très bien, j'adore. Toujours à la librairie La Croisée des Mondes, je me suis pris la suite d'une saga qui est écrite à 4 mains, saga française, vous savez de quelle saga je parle. Je me suis pris Mort au jet, Capitale du Nord, le tome 2. Alors, à chaque fois, je me mélange les pinceaux. J'ai dû demander à la librairie s'il ne me trompait pas de tome. Il est sorti il y a très très peu de temps. Donc c'est un livre écrit à 4 mains. Dans le premier tome, on suit la capitale du Sud avec un personnage masculin qui se retrouve aux prises avec des complots dans sa ville et voilà, on le suit lui. Dans Capitale du Nord, on va rencontrer Amalia qui est une jeune fille qui a été très bien éduquée, mais on est vraiment sur un personnage qui est plutôt de la haute, voilà, et qui, au fur et à mesure du récit, on va découvrir un peu son caractère, et surtout, il y a des événements assez tragiques qui vont se passer, et donc c'est Claire Duvivier pour Capitale du Nord, et c'est Chamanedjian pour Capitale du Sud, et j'ai vraiment, vraiment hâte, parce que c'est un univers très cocorico, très original, c'est pas une fantaisie qui pète de partout, hein, c'est vraiment une fantaisie du quotidien, hein, voilà, on suit les personnages quasiment historique dans un monde imaginaire, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer, parce que je pense que c'est 2 trilogies il me semble, et c'est vrai qu'à chaque fois il y a des événements assez tragiques. Moi j'ai beaucoup aimé le personnage d'Amalia dans le texte, j'ai hâte de voir comment tout va s'imbriquer, et de toute manière là je pense dans le tome 2 que les personnages vont un peu se retrouver, donc voilà, j'ai très très hâte, ça se lit très très bien, et bah voilà, moi je soutiens l'édition française, donc pour le coup je trouve ça pertinent de lire cette série. Et enfin, alors ça c'était mon petit plaisir, je suis trop contente, il y a une exposition actuellement de cet auteur à la piscine de Roubaix. Alors non, c'est pas qui ferait d'un bain, c'est une salle d'exposition dans une ancienne piscine, il me semble, et je vais essayer d'y aller avant la fin de l'année parce que c'est un de mes artistes préférés, j'ai des tableaux de lui chez moi, et j'aime beaucoup son univers qui est extrêmement pertinent quand tu lis l'imaginaire, parce que c'est une des figures d'inspiration de la plupart des auteurs d'imaginaire qui sont des figures d'inspiration maintenant. Ne laissons pas le temps passer, je me suis pris William Morris, Le Pays Creux. Alors William Morris, en homme du 19e siècle, n'était pas qu'un auteur, hein. C'était un tapissier, c'était un homme politique, bref, c'est quelqu'un qui a une vie assez palpitante. Et je me suis pris donc Le Pays Creux. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais quand on me dit préface de William Blanc, je me pose pas forcément de questions. Voilà, on reprend le style William Morris. Donc la 4e dit qu'il y a un jeune garçon qui assiste à une cérémonie au cours de laquelle son frère va être humilié et frappé violemment par une future reine. Et les 2 frères vont jurer vengeance, mais c'est que 16 ans plus tard qu'ils décident de prendre les armes pour réparer cet affront. Je vais pas lire la suite, mais c'est écrit très très gros. Voilà, mais pour moi c'est un peu lire un auteur classique de l'imaginaire, il n'y en a pas tellement, mais William Morris c'est une certaine plume, c'est un certain médiévalisme dans ses textes, hein, dans les quelques textes que j'ai lus de lui, étant amatrice de littérature médiévale et ayant pris beaucoup de cours là-dessus, c'est vrai que j'aime beaucoup retrouver cette plume-là, donc j'ai très très hâte. Et voilà, le petit William va bientôt être lu, et il y en a un 2e qui est sorti, mais la librairie ne l'avait pas, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous êtes pris, voilà, pour ce mois d'octobre et novembre, et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.